Bienvenue à Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, avec Guido van der Hulst, nous allons parler du patrimoine industriel et nous sommes d'ailleurs ici à Tour et Taxis. Mais je vais tout de suite chercher Guido. Ah, Guido, tu es là. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bien? Oui, tout à fait. Alors, on est ici dans un bâtiment tout à fait emblématique à Bruxelles qui s'appelle Tour et Taxis. Alors déjà, la première question que les gens se posent par rapport à Tour et Taxis avant de savoir qu'est-ce que c'est. Enfin, le nom. Oui. Le nom, c'est assez clair. Donc, c'était une ancienne propriété de la famille princière de Tour et Taxis. Oui. Tour et Taxis, c'est ceux qui ont fondé, François de Tassy qui a fondé la Poste dans les 1560, à Bruxelles d'ailleurs. Donc, c'est une famille déjà européenne bien avant la lettre, et qui avait des terrains ici. Les terrains ont été achetés par une compagnie immobilière d'Allemagne pour y faire un lotissement, puis ça a été exproprié dans le cadre du projet d'implanter un port digne de ce nom, couplé à un développement exponentiel du chemin de fer. Est-ce qu'il n'y avait pas un train qui passait avant? Oui, dans la halle où nous sommes ici, donc tout est, il faut expliquer, toutes les façades, si les façades sont surélevées partout, c'est parce qu'il y a un train, et donc le niveau sur lequel nous sommes pour l'instant est le niveau de déchargement des wagons. Et le terrain où on se trouve ici, quand même, gigantesque. C'est un terrain marais-cageux, donc pas d'intérêt à l'époque en tout cas, et donc c'est des immenses prairies dans lesquelles peut-être des chevaux, on raconte ça, mais c'est une anecdote plus qu'une vérification. Bon. On va faire un petit tour du propriétaire. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut voir? Où est-ce qu'on va? Écoutez, on peut voir un peu la perspective de la galerie là. Allez, viens. Alors, il y a combien d'étages en fait? 4 étages? Oui, il y a 4 niveaux, il y a 5 niveaux en tout enlevés. Donc la galerie principale dans laquelle nous marchons maintenant, c'est celle où passait le train qui rentrait du côté nord. Et vous voyez qu'il y a une verrière au-dessus qui permet de décharger les marchandises et de travailler ici sans aucune difficulté. Le bâtiment a été abandonné pendant très longtemps. Donc pourquoi est-ce qu'il a fermé? Il faut bien que tout le site d'ailleurs a fermé dans les années 80, donc 60-80, c'est la période exponentielle de développement de ce site, parce qu'on travaillait encore avec le chemin de fer très fort. Et puis il y a un lobby de camionneurs qui a été très important. Deuxièmement, il y a eu le marché commun qui a commencé à exister, c'est-à-dire que la douane ne se prenait plus sur site, ne se prenait plus dans la ville, la douane se percevait au départ ou directement au destinataire des marchandises. C'est-à-dire qu'avant, cet entrepôt-ci était un entrepôt qui recevait les marchandises, on mettait les marchandises dans les magasins, les loges qu'on appelle ça. Les caves sont toutes des caves à vin ici en dessous. De manière telle que la marchandise restait sous-scellée avec des cadenas spéciaux que nous avons retrouvés, qui sont présents dans l'exposition ici, et le douanier ouvrait la cave, la cale, ou la loge, ou la cave en question, et le dépositaire ouvrait la même cave. Et à ce moment-là, on percevait les douanes, les taxes. Donc ça permettait de garder longtemps les produits dans les caves. Le bâtiment est fait pour ça, c'est comme ça qu'on n'a pas tellement de lumière à l'intérieur. La lumière est très mauvaise pour conserver des marchandises. Donc c'est vrai que l'Europe étant là et les camionneurs étant là avec leur lobby camionneurs, bétonneurs, enfin tous ceux qui sont associés à ça, concrètement le chemin de fer n'a plus exactement de sens d'exister. Et donc après le bâtiment, il a été abandonné alors? Oui et non, c'est-à-dire que le port qui était gestionnaire, qui était propriétaire de ce bâtiment-ci et celui qui est à côté, c'est un site sous douane, donc vous ne pouvez pas y rentrer sans avoir un accord des douaniers. Le port n'avait plus envie d'y investir parce qu'il mettait son argent ailleurs, c'est pas sa vocation de retaper ce bâtiment. Donc finalement, le bâtiment a été mis en vente. Et alors la saga Music City a commencé, et donc il était candidat pour acheter ce machin, pour raser une partie, phagocyter l'autre, taper des parkings en pagaille partout. Enfin bref, surtout ne pas utiliser ce terrain, le potentiel. Le potentiel qui est ici. Voilà en quelques mots. Et ici, sur ces 3 cartes que vous avez là, vous avez quand même une petite idée de développement, mais il a fallu se limiter. La Seine et le canal ont vraiment apporté énormément dans l'industrialisation de Bruxelles. 2 temps. La Seine, très peu. La Seine, essentiellement des produits commerciaux. Mais la Seine, elle a quand même été recouverte partout à Bruxelles, mais ça c'est plus tard. Alors. Oui, c'est un deuxième temps, donc c'est manifestement quand la Seine était inavigable, parce que c'est une rivière, donc ça veut dire que ça subit des crues. Oui, c'est ça. C'était un égout à ciel ouvert, c'était dégueulasse, c'était tout ce que vous voulez. Ça ne servait à rien, donc on rase. Enfin, on remplit. On l'a comblé parce qu'aussi, on a cru que la Seine avait fait générer des maladies.
À Bruxelles, en 1886, il y a eu 3000 décès de choléra. Ah oui. À Bruxelles. Oui. Ça va, donc on ne se rend pas compte qu'on n'est pas si loin que ça quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. On voit très bien ici, Guido, que le bâtiment, l'entrepôt royal, on voit très bien donc ce que tu disais, que le bâtiment était surélevé pour arriver en fait à la hauteur du train. Par contre, l'autre entrepôt, où on a une toiture en dents de scie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait là on voit que par 4, comment est-ce qu'on dit, il y a un recul. Il y a un recul en fait pour que les trains viennent. Oui, c'était chaque fois une voie de train qui ça. longeait ces 4 séries-là. Donc c'était chaque fois des petits trains qui reprenaient. Oui. On permettait de décharger le train. Qui venaient de par là, qui arrivaient, là, ici voilà. sur le site sous douane, puisqu'il était entièrement contrôlé par les douaniers ici. Donc dans l'entrepôt royal, on avait des marchandises de longue conservation. C'est ça, tout à fait. Dans l'autre entrepôt ici, qui s'appelait comment en fait? Mais on l'appelle le magasin. Le magasin. Oui. Donc là, effectivement, magasin, donc, où les marchandises pouvaient tourner plus rapidement. Ils transitaient, hein? Ils entraient par les trains ici, ils sortaient de l'autre côté, qu'on va voir tantôt, par camion, par charrette à bras, enfin ce qu'on veut, pour être distribué dans la ville. Et donc les toits en dents de scie ont vraiment la particularité d'avoir une pente beaucoup plus forte qui est au sud et qui est donc fermée, c'est ça, où il n'y a pas de lumière. Oui, mais qui permet d'amortir la lumière, hein, le choc de la température. Le choc de la température, tout à fait. Par contre, le nord est entièrement vitré et permet de cette manière-là à avoir une lumière identique dans tout l'entrepôt pour pouvoir vérifier la marchandise. Tout à fait. Mais c'est le seul cas ici qu'on connaisse où il n'y a aucun poteau. Il faut savoir que la profondeur de ce bâtiment ici, c'est sa plus grande longueur, largeur, c'est 60 mètres sans poteau. Donc la charpente est entièrement autoportée. C'est une charpente vraiment étonnante, vraiment articulée sur une espèce d'énorme boulon, comme ça, comme une aile d'avion, si tu veux, qui est posée sur ce mur d'un côté, raidisseur, et de l'autre côté sur des portiques qui permettent d'atténuer la dilatation. Parce que des grandes températures comme ça, le métal il joue. Donc il faut que tout ça fonctionne. Vous avez des tonnes de neige qui viennent dessus, il n'y a rien qui bouge. Rien. Vous avez ce bâtiment ici derrière nous, il fait 17 000 m² au sol. C'est 2 fois la grande place. Ça va? 2 fois la grande place avec un toit au-dessus. Oui. Hein, maintenant, allez voir la grande place et vous allez avoir une idée de ce que ça veut dire. Donc c'est fou. Que Bruxelles ça va Guido, on a compris. Ce qu'il faut bien dire ici, que ça devient un nouveau morceau de ville. Donc le fait qu'on est parvenu à sauver le site, ça devient que le patrimoine devient l'élément déterminant du développement de ce site. Mais alors, est-ce qu'il y a déjà un projet qui est en route? Est-ce que c'est toujours à l'étude? Est-ce qu'il y a des questionnements toujours pour l'instant? Ce qui est intéressant dans la démarche actuelle par rapport à tous les taxis, c'est qu'autant la bagarre de Music City était une petite poignée de personnes contre tout le monde, à peu près, et nous avons parvenu à sauver en disant c'est un potentiel phénoménal, il faut le réutiliser comme potentiel de redéveloppement. Et donc concrètement, là à l'époque on était en bagarre quelque part, hein, en tension. Alors, depuis que le premier projet a été déclassé, Music City, c'est devenu un débat public. C'est ça. Enfin ça rentre dans la place. Et tout le monde, plus personne n'a osé remettre en question le patrimoine ni les potentialités. Le problème c'est d'en débattre. Et donc maintenant il y a eu un premier plan directeur qui a été jeté à la poubelle parce qu'il était mal foutu, c'était du Asquin, ils voulaient des blocs, des quartiers, logements, quartiers, bureaux avec énormément. Et les promoteurs eux-mêmes n'étaient pas intéressés. Un morceau de ville ne se développe pas par bloc. C'est fini ce temps. Maintenant une ville évolue en fonction de fonctions justement qui se marient les unes avec les autres. Il faut réfléchir un potentiel de développement du site. Il faut que dans 10 ans il évolue. Il ne faudra pas être fait en 3 ans. Oui, tout à fait. On n'a pas les capitaux, peu importe qui. Guido, j'ai bien compris qu'ici tout était en fait tourné autour du centre, donc il y a ça, mais tout est tourné avec le chemin de fer, le château d'eau qui est derrière nous, pour alimenter en eau les wagons, les bâtiments qui sont les trains, les bâtiments qui sont légèrement courbés pour suivre la courbe des rails de chemin de fer, la cité de logement qui se trouve juste derrière pour loger les 3000 ouvriers et employés qu'il y avait ici, le port qui est juste ici à côté. C'est vraiment donc un patrimoine exceptionnel. Et n'importe quel même petit bâtiment, comme le petit bâtiment qui est là, ou celui, la petite gare qui est là, sont toujours des petits palais, des choses vraiment exceptionnelles et un soin phénoménal. Et alors devant nous, ce sont des entrepôts. Non, ça c'est la gare maritime. C'est la gare maritime. On dit la gare de marchandises aussi. Donc c'est une gare qui est construite sur un système qu'on appelle les poutrelles cantilever. Donc
c'est des grandes arcades qui prennent en haut par un axe qui permet de se dilater. N'oublions pas, nous sommes sur des marais toujours. Hein. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les bâtiments là-bas sont tous posés sur pilotis. Sur des pilotis, sur des radiers en bois. Et donc c'est quasi des bâtiments flottants. Et donc tous ces bâtiments sont construits avec chaque fois une articulation possible. Les sheds dont je parlais tantôt sont tous, pas seulement à cause de la température, mais à cause du sol aussi. Il faut prévoir des dilatations, des changements, etc. L'eau qui diminue ou qui monte. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Donc ça c'est un enjeu du débat maintenant, à la fois le site ici qui doit recevoir des fonctions du type espace vert. Ce qui est prévu aussi c'est quand même d'y faire des fonctions de logement, de différents groupes sociaux. Il faut quand même faire venir les gens ici parce que c'est un peu lugubre. Il faut qu'ils y habitent, et donc il faut remettre des fonctions logement, il faut des fonctions entreprises, il faut des fonctions bureaux, il faut des fonctions équipement collectif, il faut faire un nouveau morceau de ville et tout ça c'est dans la ville. Depuis les commerces de proximité en passant par un atelier ou une production quelconque. Il y a différents projets dont deux principaux. L'un dont on a parlé récemment qui est le projet de Polaris mené par Alain Hubert qui est le champion de tout ce qui est les calottes glaciaires, etc. Il veut créer un centre permanent à Bruxelles. Et un autre projet que je pilote par ailleurs autour du Conseil bruxellois des musées qui est de regrouper là toute une série de collections qui n'ont pas beaucoup d'avenir pour l'instant, liées tous à la communication. Bon, merci Guido pour cette visite guidée du Tour et Taxi. Ça a été fort instructif. C'est l'amorce. On y aura une prochaine fois sur autre chose. Oh oui, ça. Ne pleure pas, hein. Non, tout à fait. Bon, merci Guido. On se retrouve pour les entreprises Godin, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, d'accord. Fonderie Godin. Fonderie Godin. Oui. Eh bien, je me réjouis. Fonderie et poêlerie Godin. Bon, bah, merci. Ok. Bientôt. Bientôt. Oui, certainement.